Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Merci beaucoup. Je voulais bien sûr remercier tous les organisateurs de cette table ronde et de cette journée qui, effectivement, est tout à fait nécessaire et réjouissante, étant donné l'actualité. Vous m'entendez? Oui. Je remerciais pour cette journée, voilà, qui fait du bien. Je ne vais pas seulement parler en tant qu'enseignante-chercheur, je voulais aussi nommer des collectifs dans lesquels j'ai pu travailler pas mal de questions, qui sont justement des collectifs pas exclusivement composés de psychologues, et même pas essentiellement, que sont donc le collectif des 39 qui a participé au recours que Evie a mené, collectif des 39 qui s'appelle aussi donc, collectif contre la nuit sécuritaire, je tiens à le rappeler parce que je trouve que ça aussi c'est d'actualité, et qui pose la question quelle hospitalité pour la folie, avec lequel on avait aussi mené des tentatives de dialogue avec justement le TDAH, Hyper-Super, entre autres. Et puis aussi le Printemps de la psychiatrie, qui est un collectif de collectifs qui prépare, ça a été dit ce matin, mais je tiens à le redire, les assises du soin psychique le 11 et 12 mars prochain à la Bourse du Travail. Et dans lequel, donc, là aussi, sont associés, réfléchissent ensemble des psychiatres, des infirmiers, des psychologues, des psychanalystes, etc., des ergonomes. C'est important pour moi, précisément, de montrer qu'on n'est pas du tout, pas seulement dans le corporatisme, même si, effectivement, il faut parler de cette question, de ce qui nous rassemble et de comment, précisément, on évite les clivages à l'intérieur de la psychologie. Parce qu'effectivement, il me semble que c'est un des problèmes qui sont, pour moi, un des problèmes à résoudre vraiment d'urgence, parce qu'on est certes 100 ici, au moins une centaine ici à Montreuil, et au moins 200 derrière les ordinateurs, mais il me semble que précisément, si on ne pose pas cette question des clivages et de la formation, on risque de se retrouver de moins en moins nombreux, et on sait qu'on a justement une longue marche devant nous avant de gagner de façon un peu certaine des places plus assurées, des statuts plus assurés. Et donc cette question de la formation des psychologues, elle est justement au carrefour entre ces différents clivages à la fois qui ont été énoncés ce matin entre les universitaires d'un côté et les psychologues de l'autre, et entre les universitaires entre eux et entre les psychologues entre eux. Et précisément, il me semble que, bon, alors on n'a pas le temps de refaire l'historique de tous ces clivages, et bien sûr, ils sont tout à fait, on peut les raconter dans leur historicité, mais ce qui me semble éclairant, premièrement, c'était le geste de Fraisse dans les années 60 qui a demandé à ce que la psychologie au niveau du CNRS, et donc pour la recherche, soit sortie des sciences humaines et pour être mise dans les sciences du vivant. Donc sortir la psychologie des sciences humaines, c'est un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, parce que du coup, ça rend problématique la pluralité de la psychologie, qui, justement, sortie des sciences humaines, perd déjà une partie de sa pluralité, enfin, en tout cas de ses accroches externes, et cette perte de ses accroches externes et de la possibilité de son implication dans un paysage scientifique, je crois que ça l'amène aussi du coup à se scléroser à l'intérieur d'elle-même et ensuite à l'intérieur de chacune des spécialités. Voilà, moi je voudrais intervenir sur cette question-là, c'est-à-dire comment finalement on a en partie, c'est seulement pour le CNRS qu'on a enlevé la psychologie des sciences humaines, mais force est de constater que moi, quand j'ai fait mes études de psychologie, j'ai fait un doc de sciences humaines. Aujourd'hui, ça n'existe plus, et aujourd'hui, on fait un doc, une licence d'ailleurs, les docs sont plus mentionnés, mais de psychologie exclusivement. Et à l'intérieur de chacune des spécialités de la psychologie, donc tout le monde sait, il y a la psychologie sociale, ergonomique, cognitive, développementale, clinique et pathologique, et qui j'oublie, neuropsychologie. Bon, bref, donc il y a différentes spécialités, mais ce qui est
remarquable aujourd'hui, et la question qu'on peut poser, c'est comment la pluralité est aussi de plus en plus absente à l'intérieur de chacune de ces spécialités. Et puis, au-delà, bien sûr, comment on peut dialoguer entre spécialistes de ces différentes orientations de la psychologie, donc de ce qui peut nous séparer. Donc, puisque donc une des questions pour connaître le paysage des psychologues à l'avenir, sachant que donc, ces psychologues sont formés à l'université, on est donc bien obligé de poser la question de cette formation première à l'université, même si bien entendu, ce n'est pas le seul lieu de formation des psychologues, très certainement. Donc, il me semble que donc, dans la pratique des psychologues, une des choses qui fédère, c'est que les psychologues doivent être formés à la rencontre, être formés à l'écoute, être formés à la complexité humaine. Et évidemment, du coup, dans ce cadre, pour comprendre la complexité humaine, il n'y a rien de mieux que la pluralité théorique, méthodologique, paradigmatique, épistémologique, etc. Et puis, donc, il se trouve que moi, je me suis intéressée à la question du développement des enfants et qu'évidemment, pour comprendre la souffrance d'un enfant ou même son développement, et bien là aussi, la complexité me semble absolument nécessaire, sachant que ces enfants sont aussi furieusement pris dans des complexités familiales et des histoires singulières. Donc cette formation à la compréhension de la singularité, eh bien, elle doit être apportée par, cependant, aujourd'hui, l'université. Alors là, je vais rentrer dans des techniques qui ne passionneront pas tout le monde, mais j'espère quand même vous faire comprendre l'importance de cette technique. C'est que donc, pour recruter des enseignants-chercheurs qui vont donc eux-mêmes former les psychologues, eh bien, on passe aujourd'hui par ce qu'on appelle le CNU, le Conseil national des universités. Et ce Conseil national des universités, en la section 16 pour la psychologie, est celui qui décide de ce qu'on appelle la qualification, qui va permettre à un candidat doctorant de devenir ou non maître de conférence et ensuite professeur des universités. Donc cette instance, donc ce CNU, qui est composé des enseignants-chercheurs élus par leur pairs, par les enseignants-chercheurs eux-mêmes. Donc, c'est ce CNU qui décide quels sont les critères sur lesquels on va retenir la possibilité de devenir enseignant-chercheur à l'université. Or, il y a plusieurs années maintenant, le CNU de psychologie a décidé de limiter, de conditionner la possibilité de candidater en tant qu'enseignant-chercheur à un certain type de publication. Certains types de publications, ce sont des publications qui vont être malheureusement, essentiellement des publications de type quantitative, dites internationales, mais donc essentiellement américaines, et donc qui orientent très sensiblement les référentiels théoriques et épistémologiques des candidats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement que les doctorants, les docteurs qui ont une thèse de psychologie clinique et pathologique, par exemple, ou de psychologie du développement basée sur une approche qualitative, une approche de la singularité, ne pourront pas être recrutés. Voilà, tout simplement, puisque on recrute donc sur la base de publications les plus nombreuses possibles dans des revues quantitatives. Donc, ça veut dire que structurellement, on est dans une situation, dans la qualification des enseignants-chercheurs, c'est une restriction qui nous amène à terme à un changement, et qui est déjà en train d'opérer, c'est-à-dire un changement du paysage de qui sont les psychologues aujourd'hui, puisqu'ils ont été formés essentiellement par des enseignants qui ont été eux-mêmes passés par ce critère du quantitatif. Une orientation méthodologique particulière et qui, pour moi, s'éloigne de la pluralité parce que, du coup, ces critères de qualification dits scientifiques
amène de facto au rejet, non seulement à une sélection de certains enseignants seulement, de certains doctorants, de certains thésards seulement, mais aussi du coup au rejet des autres méthodologies qualitatives qui seraient à ce moment-là dépréciées, disqualifiées. Elles le sont de facto, elles sont disqualifiées, ces méthodologies-là, comme étant non pour l'enseignement universitaire. Alors, je dis bien, ceci concerne toutes les spécialités de la psychologie. Ce n'est pas seulement la psychologie clinique et pathologique qui est concernée, ce sont toutes les spécialités de la psychologie. Et donc, pour moi, on attaque la pluralité de toutes les spécialités. Et c'est ça le problème essentiel, parce que précisément, si on veut que les psychologues continuent d'être divers, il faut qu'ils aient accès à la diversité de formation. On parle beaucoup aujourd'hui du choix des patients et de la possibilité de choix des patients du type de thérapie qu'ils ont envie d'avoir, mais encore faudrait-il qu'il puisse y avoir différents psychologues disponibles sur le marché. Or, aujourd'hui, ça risque d'être de plus en plus compliqué sans pluralité de choix. Voilà, donc pourtant, il me semble que cette pluralité à l'intérieur de l'exercice des psychologues, à travers son titre unique, c'est une richesse. C'est une richesse qui a un titre unique, justement parce qu'il est pluriel et parce qu'il permet aussi de fédérer nos luttes. Donc il me semble que ce n'est pas vraiment le moment de prendre des risques par rapport à ce titre unique, mais par contre, effectivement, de bien défendre la pluralité à l'intérieur de ce titre. Parce que effectivement cette pluralité elle est féconde et fertile et c'est une évidence que ça permet de comprendre la complexité humaine, mais je voudrais insister sur le fait que aujourd'hui je constate que les étudiants ont parfois du mal à réouvrir et à entendre des choses justement au-delà de la psychologie quantitative et que par contre, quand ils arrivent à accéder justement à d'autres épistémologies, ils sont en général très friands et très en demande. Mais je constate que la demande, elle ne peut pas être spontanée et elle est conditionnée au fait d'être d'abord, de rencontrer d'abord cette diversité et ces possibilités. Voilà, donc voilà, en conclusion, effectivement, je pense que c'est la condition, cette pluralité d'accès et pour moi, évidemment, la pluralité des pratiques, des pensées, c'est ce qui fait la fertilité de la pensée et donc la condition de la compréhension de la complexité humaine. Et évidemment que c'est ce qui conditionne aussi la possibilité de notre lutte commune, de nos convergences et bien sûr la mise en lumière qui nous est proposée, enfin, la possibilité de mettre en valeur les prises en charge différenciées, notamment autour des conséquences des mesures sanitaires liées à l'épidémie, parce qu'effectivement, on a du mal à imaginer qu'en 8 séances, tout puisse être réglé pour tout le monde, de façon univoque. Merci. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.